Bonjour à tous, c'est Mathieu et aujourd'hui on va parler de Spider-Man, mais pas de n'importe quel Spider-Man. Avant que No Way Home fasse son beurre sur la nostalgie et réunisse les différents interprètes sur grand écran de l'Homme Araignée, il faut savoir que plein de projets d'adaptation du tisseur se sont méchamment cassés les dents. Et dans l'eau, il y a des projets passionnants, des projets qui font carrément saliver, mais aussi des trucs vraiment chelous. Mieux encore, beaucoup de réalisateurs très estimés ont essayé de s'attaquer à Spider-Man, et c'est pour ça qu'on a réuni une bonne partie de la rédaction pour retracer l'histoire de ces tentatives dans un petit cycle de 5 vidéos qui sortiront les unes après les autres. C'est un format un peu nouveau pour écran large, alors n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, on est parti avec des premières tentatives pas piquer des hannetons. Hello? Contact! Hello! Gross. Okay, Spider-Man! Pour commencer, je vais vous parler de deux des plus grosses séries B dans lesquelles a bien failli officier notre ami le tisseur, parce qu'avant d'être la star de méga blockbusters à plusieurs centaines de millions de dollars dans les années 80, il était dans le collimateur de producteurs restés célèbres pour leur sens de l'économie. En fait, il est même passé entre les mains des petits margoulins les plus légendaires de cette période. Je parle évidemment de Roger Corman et du duo Golan-Globus à la tête de la fameuse Cannon. Je vais commencer par Roger Corman, d'une part parce que c'est l'histoire la plus simple et la plus courte, le projet a vite capoté, d'autre part parce que je garde le meilleur et le plus gratiné pour la fin, et croyez-moi, c'est bien gratiné. Mathieu, tu dis Roger Corman, toi? Bah ouais, normal. Bah rien de normal, non? Il faut dire Roger Corman. Ouais, mais tu crois vraiment que les gens qui regardent la vidéo, ils en ont quelque chose à foutre? On verra dans les commentaires. Donc dois-je présenter Roger Corman? Si vous ne le connaissez pas, c'est difficile de résumer sa gigantesque carrière en quelques mots, mais pour schématiser très vite, disons que c'est, selon l'expression consacrée, le pape de la série B, c'est-à-dire que d'abord en tant que cinéaste, puis en tant que producteur, il a mis au point une façon de faire des films qui repose très largement sur les systèmes D, la débrouille, si bien que c'est devenu sa marque de fabrique et qu'on parle d'une école Corman, dont sont issus quand même des gens comme James Cameron, Joe Dante, j'en passe et des meilleurs. Au moment où commence notre histoire, il est déjà très connu, mais il commence à fatiguer. C'est lui qui raconte ça dans sa passionnante autobiographie, Comment j'ai fait 100 films sans jamais perdre un centime. À l'époque, il avait revendu sa société New World Pictures, mais ça s'est très mal passé et ça a même fini devant le juge. Et finalement, alors qu'il espérait pouvoir renoncer à la distribution pure, il n'a pas le choix de s'y coller. Donc c'est pas la forme, mais il chope en 1985 les droits de Spider-Man et ça lui plaît, car contrairement à pas mal de ses collègues, il adore les comics. Du coup, il va pas faire les choses à moitié. Alors là, je me base sur une citation du livre Stanley and the Rise and Fall of the American Comic Book du site Gizmodo. Pour faire honneur à Héros, il appelle son co-créateur, tout simplement donc. Il s'associe avec Orion et le scénariste écrit un traitement. Et ce traitement est assez intéressant, non seulement vis-à-vis de Spider-Man, mais aussi parce qu'il reflète très franchement son époque. Jugez vous-même, Peter Parker est à l'université, amoureux de Mary Jane, et il se retrouve obligé de se battre avec le Docteur Octopus sur un bâtiment des Nations Unies, notamment. En plus de ça, il doit empêcher une guerre nucléaire, et cerise sur le gâteau, il s'en tiche d'une agente du KGB, les années 80 quoi. Finalement, ça a capoté assez vite, alors pourquoi? Eh bien sûr, sur internet, chacun y va de sa petite théorie, pour Gizmodo, le projet était trop coûteux pour l'écurie Corman, qui se défendait de faire son beurre avec des micro-budgets bien troussés. Pour Screen Rant et pas mal de rumeurs qu'on peut trouver ici et là, Stanley et Roger Corman ne se seraient pas entendus du tout, le premier visant le grand spectacle et le second restant attaché à son système. Bon, j'ai jamais réussi à confirmer tout ça officiellement, comme souvent avec ce genre de projet avorté, mais j'ai retrouvé un entretien qui donne une raison autrement plus pragmatique. C'est une interview donnée par Corman à SFX et qu'un obscur blog a déterré. Il dit « Oui, à un moment je possédais les droits pour Spider-Man et j'allais le faire pour Orion, et Orion, à cause de la bureaucratie interne, a laissé les droits expirer et j'ai perdu les droits de Spider-Man. Et oui, cette question de droit c'est toujours compliqué à cette période, et la version canon va le prouver à son tour. Et oui, parce que chez la Canon, le respect de l'œuvre originale, c'est pas exactement une habitude. Comme dans le cas de Corman, je pourrais consacrer une vidéo entière à cette entreprise qui a marqué les années 80, mais faute de temps, je vous renvoie à ce documentaire très amusant qui s'appelle Electric Boogaloo et qui revient sur cette boîte de prod pour le moins atypique. En gros, la Canon, c'est une petite boîte rachetée à la fin des années 70 par un duo israélien, Menahem Golan et Yoram Globus. Contre toute attente, ils ont installé leur affaire à Hollywood, grâce notamment à des films d'action d'exploitation, genre les films avec Chuck Norris. Ils ont produit pas mal de films fun, mais aussi une pléthore de navets et quelques nanars d'anthologie. Il faut dire qu'ils n'avaient pas coutume de respecter leurs spectateurs. Alors quand ils achètent au milieu des années 80 les droits du tisseur, après l'échec de la version Corman pour 5 ans et 225 000 $, et bah c'est pas par amour pour le personnage. Le but c'est d'en faire un film d'horreur. Pour ça, ils engagent au scénario Leslie Stevens et démarchent pour la mise en scène Toby Hopper, qui est très lié à la compagnie, puisqu'il est alors en train de concrétiser avec elle son kitschissime Life Force, et que l'année d'après, il enchaînera sur le génial, et oui, Massacre à la tronçonneuse
2. Et le script pour cette étrange association vaut son pesant de cacahuètes. Si vous êtes un fan et ou un connaisseur des aventures de Peter Parker, faites pause sur la vidéo et accrochez-vous à quelque chose de stable. Toute l'origine story, on oublie. Peter est déjà un photographe, pas journaliste, qui se fait bombarder de radiation par un savant fou répondant au doux nom de Dr Zork. Le Dr Zork le transforme donc en monstre à 8 pattes, quasi littéralement en homme araignée, Cronenberg style. Alors étrangement, sa nouvelle condition ne lui plaît pas des masses et il développe des pensées suicidaires, mais finalement il utilise ses pouvoirs pour combattre Zork et ses créations qui veulent en faire le lieutenant d'une armée de mutants et à terme, bien sûr, dominer le monde. Alors Stanley, quand il a vu ça, il a fait « Bon alors vous êtes bien gentil mais non ». Il demande à ce que le projet soit plus centré autour de la mythologie qu'il a co-créée, donc ce scénar complètement délirant est abandonné. Hooper n'est plus dans l'équation, mais ce n'est pas abandonné pour autant. Le nouveau pitch est signé Ted Newsom et John Brancato et doit être mis en scène par Joseph Zito qui a réalisé Vendredi 13 chapitre final, qui fort logiquement n'est pas le chapitre final, et le nanar nationaliste Invasion USA pour le compte de la Canon. L'histoire est un petit peu plus sobre, Peter est de retour à la fac et son prof de sciences est Otto Octavius. Les deux deviennent ennemis lorsqu'ils se transforment, l'un en Octavius, l'autre en Spider-Man, et ils se bastonnent. May Parker devait être assez jeune sur le modèle de Katherine Hepburn, paraît-il. Sur l'article de Digital Spy qui compile tout ça, on retrouve plein de détails marrants, genre que Octavius devait dire tout le temps « Ok, ok ». Bon, il y a d'autres rumeurs à prendre avec de grosses pincettes, Tom Cruise aurait été considéré parmi d'autres pour le rôle de Peter Parker, Bob Hopkins aurait pu faire Octavius aux côtés de Christopher Lee, et surtout Stanley aurait pu être John Jonah Johnson. Il reste une sorte de teaser pour annoncer le projet trouvable dans une qualité bien dégueu. Spider-Man, the movie. A live-action spectacular directed by Joe Zito. Based on the characters created by Stan Lee. Il n'empêche qu'avec 20 millions de dollars de budget, ça aurait pu être un sacré truc. Alors pourquoi ça a capoté? Eh bien c'est dû d'une part aux frasques de la Canon, de l'autre encore à des problèmes de disponibilité de droits. Parce qu'en 1987 sort des prods Canon, Les Maîtres de l'Univers et surtout Superman 4, à la fois le pire et le meilleur film de la saga. C'est un échec retentissant et Golan et Globus mettent ça non pas sur le dos de la qualité, disons, relative des films, mais sur la rentabilité jugée faillible du genre super-héroïque. Résultat, il panique, le budget est divisé par 2, le cascadeur Scott Leva, également en lice pour le rôle de Peter, dira « Ted Newsom et John Brancato ont écrit le scénario, c'était bien mais ça demandait un petit peu de travail. Malheureusement, à chaque réécriture conséquente par d'autres scénaristes, c'est allé un tout petit peu plus de bien à mauvais à nul. Le réalisateur se fait la malle, Canon gèle alors le projet en pleine pré-production, sauf qu'encore une fois, les droits étaient à eux un petit laps de temps, 5 ans pour être précis, et donc ils sont revenus à Marvel, puis à 21 Century, associés à Carolco et MGM qui ont bien failli le faire avec Cameron. La Canon, quant à elle, a failli paraître piégée par son propre modèle économique, pas sûr que ce Spider-Man leur aurait sauvé les miches, n'empêche que rétrospectivement, on est curieux de voir ce que ces deux projets auraient donné. Voilà, c'est tout pour moi, mes collègues se chargeront de prendre le relais avec des projets moins bis, portés par des cinéastes extrêmement respectés, mais parfois tout aussi délirants. Donc rendez-vous très rapidement pour la suite des aventures de l'homme araignée, qui, vous l'avez compris, on a quand même pas mal chié avant d'enfin débarquer sur grand écran. Rendez-vous également sur le site où vous pouvez retrouver la version papier de ces vidéos, vous pouvez aussi vous y abonner afin de devenir membre premium pour nous filer des pépettes et pour plus de contenu de ce genre. De même, vous pourrez avoir accès à de nombreux articles sur Détective D, Qui veut la peau de Roger Rabbit ou encore Cocoon par exemple. À bientôt. Stop!